Collectivités locales, élus, services techniques, acteurs des territoires, citoyens. L'Observatoire régional transport et logistique du Grand Est vous présente ce webinaire. Comprendre la logistique pour mieux agir dans mon territoire. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter à tous les meilleurs vœux de la part de l'ORTL pour cette nouvelle année 2026. Donc, je m'appelle Laurent Guioli, je suis président de l'Observatoire régional transport et logistique du Grand Est. Nous sommes une association qui regroupe une trentaine d'acteurs publics et privés, État, Région Grand Est, agglomération, fédération professionnelle, monde de la formation. Notre vocation est de produire et de partager des connaissances autour des transports de marchandises et de la logistique à l'échelle Grand Est. Nous sommes aussi un lieu d'échange, de partage et de mise en commun. Nous cherchons à favoriser le dialogue entre l'ensemble des acteurs concernés directement ou indirectement par les enjeux du fret et de la logistique dans notre région. C'est dans cet objectif que s'inscrit le webinaire que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui, à quelques semaines des élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars prochains. Nous sommes en effet régulièrement interpellés par des acteurs du secteur de la logistique, mais aussi par certains acteurs publics qui déplorent qu'un trop grand nombre d'élus et de services techniques des collectivités locales connaissent mal la réalité de la logistique et de ses enjeux. Ce besoin de sensibilisation des acteurs des territoires est notamment largement ressorti lors de la conférence régionale du fret et de la logistique que nous avions organisée aux côtés de l'État et de la région Grand Est il y a 3 ans. C'est pourquoi cette sensibilisation est l'une des actions faisant partie de la feuille de route régionale qui en est issue et constitue l'un des axes majeurs de notre programme de travail à l'ORTL. Concrètement, cela s'est déjà matérialisé par la production fin 2023 d'une quarantaine de dépliants de chiffres clés à l'état des territoires du Grand Est. Étant donné la variété et la complexité des enjeux autour de la logistique et dans les territoires, ce n'est pas en 1 heure aujourd'hui que nous arriverons à tous les aborder. Nous souhaitons avant tout que cette heure serve à nourrir un indispensable dialogue qui doit y avoir entre les acteurs. Il faut se parler de logistique de manière franche et honnête, dans toute sa richesse et tous ses défis. Le webinaire d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 grandes parties. Nous aurons tout d'abord une rapide introduction pour poser les bases de ce que l'on parle, donc quand on parle de logistique. Nous enchaînerons ensuite avec 3 témoignages en vidéo, acteurs de terrain, qui nous partageront leur expérience en mettant en lumière certains aspects de ce qui peut être la logistique dans nos territoires et les enjeux qui y sont liés. Puis nous parlerons de ce qui est possible de faire face aux différents défis à relever. Anne-Marie Jean nous partagera en primeur les principales recommandations en matière de logistique urbaine durable formulées dans le rapport qu'elle a co-rédigé à la demande du ministre des Transports. Marie Breton fera un point sur les différentes préconisations et revendications portées par les organisations du secteur logistique auprès des pouvoirs publics et en particulier à l'approche des élections municipales. Enfin, Anan Jaffry Hutsinger nous présentera l'offre de formation en matière de logistique du dernier kilomètre proposée dans le cadre du programme Interlude. Nous prendrons aussi un petit peu de temps pour échanger autour de vos questions et contributions dans le chat. Nous avons un programme dense, c'est pourquoi que je cède la parole sans plus tarder à Nicolas Boisdevézy, chargé des sujets fret et logistique de l'agglomération Grand Est. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, on dit souvent que l'on ne voit la logistique que quand elle ne fonctionne pas ou pas bien. Et effectivement, l'un des moments où on a le plus parlé de logistique dans l'histoire récente, c'était lors de la crise du Covid en 2020, lorsqu'il nous fallait des masques, mais qu'on n'en avait pas assez en stock et qu'il fallait en produire, en importer en un temps record. Et ce moment nous a aussi permis de nous rappeler à quel point nous avions besoin de toutes les personnes qui travaillent sur les routes, dans les entrepôts, et plus largement dans le domaine de la logistique pour que nos supermarchés, nos commerces ne manquent de rien et que nous puissions acheter à manger tout ce dont nous avons besoin en fait au quotidien pour vivre. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu le temps, quelques secondes, pour définir ce qu'est la logistique et préciser ce qu'elle comprend. Alors, il n'y a pas vraiment de définition qui soit universelle.
Il y a beaucoup de personnes qui vont faire la distinction entre le transport de marchandises et la logistique, mais on va voir qu'en fait, les deux sont assez indissociables. Une façon simple de définir la logistique, c'est de dire que c'est l'ensemble des activités qui permettent de planifier, organiser et optimiser les flux de marchandises. Ça inclut le transport et la distribution des marchandises, leur stockage, mais aussi leur organisation. Et l'objectif pour les supply chain managers, les personnes qui organisent les chaînes d'approvisionnement, c'est de répondre à un quadruple objectif: acheminer les biens au bon endroit, au bon moment, dans de bonnes conditions et au moindre coût. Avec la mondialisation, ces systèmes logistiques ont eu tendance à devenir de plus en plus internationaux et complexes. De nombreuses chaînes logistiques s'étendent à une échelle mondiale, tout en se ramifiant à des échelles de plus en plus locales que je vous propose que l'on regarde rapidement successivement. Ces chaînes mondiales s'appuient en particulier sur le transport maritime, qui représente à peu près 70% de toutes les tonnes kilomètres réalisées dans le monde, sachant qu'une tonne kilomètre, c'est tout simplement une tonne qui est transportée sur une distance d'1 kilomètre. Cette domination du transport maritime s'explique par son énorme capacité de massification qui lui permet de proposer du transport intercontinental à un prix très bas, ramené à la tonne au poids transporté. Le fret aérien, lui, est plus rapide et nettement plus cher et nettement plus émetteur de CO2 à la tonne kilomètre aussi. Il représente, lui, une part beaucoup plus modeste des volumes et qui connaît un certain développement, notamment avec l'essor des petits colis directement expédiés depuis la Chine. À mesure que les frontières s'ouvraient, que les coûts logistiques diminuaient, on a eu tendance à délocaliser des industries dans des pays capables de produire pour moins cher. Des entreprises, des pays se sont spécialisés pour produire en masse et à bas coût pour le monde entier. Il y a énormément d'interdépendances dont il faut avoir conscience, car elles présentent des risques. Dès lors qu'un maillon des chaînes est cassé, que ce soit pour des raisons géopolitiques, météorologiques, il y a des catastrophes naturelles ou une pandémie. Et pour parier à ces risques, il y a plusieurs leviers qui ont souvent un coût, tels que l'augmentation des stocks, la diversification des approvisionnements et la relocalisation des productions en France et en Europe. Et justement, en Europe, la construction européenne a permis de construire un vaste espace de libre-échange au sein duquel les marchandises peuvent aller facilement d'un pays à un autre. À l'échelle européenne, c'est surtout le mode routier qui prédomine. On est à 77% des tonnes kilomètres réalisées. Suivent le ferroviaire avec 17% et le fluvial avec environ 6%. Mais ces deux derniers modes sont surtout utilisés pour transporter des volumes importants sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de mode massifié. Alors ils ont eu tendance à diminuer au fil des années, notamment du fait de la désindustrialisation et d'un moindre besoin de transporter de gros volumes. Mais néanmoins, ces modes massifiés présentent toujours l'avantage d'avoir une très bonne efficacité énergétique et un très bon bilan carbone par tonne transportée. C'est pourquoi c'est intéressant d'essayer d'y avoir recours dès que c'est possible, mais aussi de combiner ces modes avec la route en faisant du transport combiné de conteneurs ou de caisses mobiles pour profiter de l'efficacité énergétique et écologique du ferroviaire ou du fluvial et de la souplesse de la route qui permet d'aller en fait quasiment partout. Et si l'Union européenne et une grande partie de l'Europe en général constituent un espace marqué par l'ampleur et la facilité des flux internationaux, il faut quand même avoir en tête que de nombreuses chaînes logistiques demeurent intrinsèquement marquées par des dynamiques nationales. Beaucoup de marchés sont nationaux, même pour des entreprises multinationales. On peut par exemple prendre l'exemple de McDonald's, et vous verrez tout à l'heure pourquoi je prends cet exemple-là, car même s'il s'agit d'une firme multinationale, les approvisionnements des restaurants sont largement structurés selon une logique nationale. Si vous allez au McDo de Kehl, le steak haché de votre hamburger, il ne va pas venir de la même base logistique et probablement pas du même fournisseur non plus que si vous allez au McDo de Strasbourg à quelques kilomètres de là. Donc dans une région comme le Grand Est avec des frontières avec 4 autres pays européens, on est forcément fortement concerné par ces effets de frontières en dépit des flux de transit qui nous traversent. Notre région est en effet située au carrefour de plusieurs corridors européens. Et si on zoome un peu plus, on voit 3 grands axes qui structurent le Grand Est d'un point de vue logistique. 2 axes qui sont structurés le long des grandes artères fluviales que constituent le Rhin et la Moselle et qui, au fil des siècles, ont concentré les populations, les infrastructures et les activités. Le 3e axe, lui, en Champagne, est plus polarisé par Paris et va former une sorte de rocade autour de l'Île-de-France. Lorsque la logistique s'implante sur un territoire, avant tout pour desservir un autre territoire en tirant parti de sa localisation géographique en proche périphérie, on parle souvent de logistique exogène et on l'oppose à la logistique endogène dont l'implémentation est plus motivée par la desserte de la région dans laquelle se situe l'entrepôt. Cela dit, ça serait quand même une erreur de tracer une frontière nette entre les deux. Très souvent, les besoins des entreprises et les choix d'implantation relèvent vraiment des deux logiques.
C'est notamment le cas des plateformes de distribution, que ce soit pour la livraison de colis ou pour alimenter des supermarchés ou des restaurants. Elles vont avoir tendance à se situer en périphérie des villes pour avoir des terrains facilement accessibles, proches des grands axes, pas trop chers et à l'écart des riverains. Et c'est pour ça, voilà, on parle en la matière de desserrement logistique. Elles vont aussi, voilà, se situer un peu au milieu, le plus au barycentre possible de la zone qu'elles desservent pour limiter les kilomètres parcourus pour le transport. Ça va minimiser les coûts de transport tout en desservant le plus petit point de livraison de la zone. Et du coup, finalement, on en arrive un peu aux derniers kilomètres, qui sont souvent les plus difficiles, les plus complexes, les plus chers, ceux avec le plus d'impact sur l'environnement. Ça tient de la multiplicité des points de livraison, des faibles volumes transportés individuellement, mais aussi d'un environnement contraint, particulièrement en cœur de ville, quand la densité de population et d'activité se fait particulièrement forte. L'organisation de cette logistique urbaine représente donc un défi, tant pour les logisticiens que pour les collectivités. La question des derniers kilomètres est plus globalement un défi, quel que soit le territoire, qu'il soit densément peuplé ou pas. Les problématiques vont ainsi être différentes dans un territoire rural qui ne va pas rencontrer autant de difficultés de cohabitation des usages et de gestion des nuisances. En revanche, il va falloir parfois lutter pour bénéficier de certains services de livraison express ou hors domicile, tels que des points relais, des consignes, car la rentabilité économique est d'autant plus difficile à trouver que la population est peu dense et la densité de clients potentiels est faible. Voilà, alors on l'a esquissé en balayant ces différentes échelles. La logistique se trouve en fait au carrefour de nombreux enjeux, de nombreux défis à relever, parfois opposés entre eux, mais qu'il faut quand même arriver à concilier. On ne va pas avoir le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de chacun de ces enjeux. Néanmoins, je vais quand même en mentionner les principaux pour que vous puissiez les avoir en tête. Alors, j'ai déjà pas mal évoqué les enjeux économiques et politiques, notamment au niveau international, donc je ne vais pas revenir dessus. Les enjeux liés au travail, à l'emploi et par là même à la formation et à l'insertion sociale et professionnelle sont évidemment aussi majeurs. La logistique est un important pourvoyeur d'emplois, mais rencontre en France et chez ses voisins européens aussi des problématiques de vieillissement de ses effectifs et de difficultés à attirer vers ces métiers. On peut estimer qu'il y a au moins environ 130 000 emplois directement liés à la logistique en Grand Est. Ça va dépendre évidemment du périmètre que l'on considère. Près de la moitié de ces emplois concernent ce qu'on appelle le compte propre, c'est-à-dire des entreprises dont ce n'est pas l'activité principale et qu'on a parfois un peu tendance à oublier. Par exemple, un chauffeur de véhicule de collecte de lait dans une coopérative laitière. Et c'est aussi particulièrement le cas des emplois en entrepôt, dans des métiers liés au conditionnement ou à la préparation de commandes. Au-delà des personnes qui exercent un métier ou travaillent dans une entreprise liée à la logistique bénéficie plus largement aux habitants d'un territoire au travers des services qu'elle apporte directement et pour lesquels elle est nécessaire, par exemple des livraisons à domicile, les approvisionnements des commerces, mais aussi ceux des hôpitaux ou des cantines scolaires. Plus globalement, la logistique est liée à un enjeu de qualité de vie sur un territoire au travers des services qu'elle permet, mais aussi des nuisances qu'elle occasionne, que ce soit le bruit, les bouchons et malheureusement aussi les accidents de la route. Parce que même si les professionnels de la route sont proportionnellement moins responsables d'accidents, il va de soi qu'un accident va être d'autant plus grave que les véhicules impliqués sont lourds. Et malheureusement, un choc entre un poids lourd et une voiture, ou pire encore un cycliste ou un piéton, ça finit souvent malheureusement par le décès de l'usager le plus vulnérable. Sans parler aussi du risque lié aux angles morts. Et puisque nous parlons de poids lourd, justement lourd, la masse n'a pas qu'un impact sur la gravité des accidents de la route, mais aussi sur l'usure de la route, des infrastructures elles-mêmes. En effet, on estime que la dégradation des chaussées, c'est la fonction de la puissance quatrième de la charge à l'essieu. C'est-à-dire qu'un 44 tonnes à 5 essieux chargé va user la chaussée 10 à 20 000 fois plus qu'une voiture d'une tonne 5 sur 2 essieux. Donc voilà, on rejoint des enjeux liés au financement des infrastructures et à la prise en charge collective d'une partie des externalités négatives des activités logistiques et donc à l'impact sur les finances de l'État et des collectivités qui vont porter les investissements et les travaux de régénération nécessaires. À titre d'ordre de grandeur, par exemple, remettre complètement en état 1 kilomètre de voie ferrée, c'est souvent de l'ordre du million d'euros par kilomètre. Donc voilà, ça rejoint aussi évidemment des questions d'aménagement du territoire, de où est-ce qu'on souhaite développer de nouvelles infrastructures, où on souhaite que s'implantent les activités logistiques, mais aussi les activités industrielles qui ont un fort besoin de logistique. Voilà, ça rejoint des problématiques de maîtrise foncière, de planification, tout en s'insérant dans un impératif d'équilibre entre les territoires pour ne pas que les uns aient tous les avantages et d'autres aient toutes les nuisances et dégradations du cadre de vie et de l'environnement.
Et la logistique, évidemment, a aussi un impact malheureusement sur notre environnement. On pense à l'artificialisation des sols, en particulier quand on voit des entrepôts de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés qui vont se construire sur des terrains agricoles. Cependant, si ça peut avoir un très fort impact au niveau local, il faut remettre cela en perspective. Avec l'ensemble des terrains artificialisés, en la matière, c'est quand même bien la construction de logements qui arrive loin devant. La logistique représente, elle, à peine quelques pourcents sur le total à l'échelle nationale ou régionale. En revanche, la logistique peut avoir effectivement un impact lourd au niveau local. Et il y a aussi un impact lourd sur lequel on est tous concernés de manière uniforme, c'est le changement climatique. La logistique représente de l'ordre d'1/8 des émissions de gaz à effet de serre en France. Et même si les entrepôts ont un impact à ce niveau-là, l'essentiel des émissions est dû au transport de marchandises. Celui-ci représente 1/3 environ de toutes les émissions liées au transport en France et c'est même 45% au niveau mondial. Donc voilà, il y a une vraie nécessité à décarboner le fret. Il y a plusieurs leviers évidemment pour y parvenir, la massification des flux, le report modal lorsqu'on le peut avec le recours accru au mode massifié et la transition vers des motorisations moins carbonées dans le transport routier. Tout ça, ça nécessite des changements majeurs pour les acteurs, mais aussi des collaborations entre ces acteurs dans les territoires. Et pour en parler, je cède la parole à Lionel Paunier, qui est justement en charge de l'accompagnement des acteurs et des territoires sur ces thématiques de transition énergétique des flottes de véhicules. Bonjour Lionel, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quelle est votre mission au service des entreprises et des territoires ? Donc Lionel Paunier, je suis animateur régional dans la transition énergétique concernant les mobilités. Et donc je travaille pour le compte de l'Aftral, qui est un organisme de formation dans le transport et la logistique, en collaboration avec GRDF, GRT. Et donc je visite les entreprises de transport pour leur donner un coup de main à décarboner leurs véhicules, c'est-à-dire soit au niveau carburant, soit au niveau technologie des véhicules, mais aussi de part aussi avec les énergéticiens et les élus, notamment avec les collectivités, avec leurs projets de territoire, notamment sur l'ouverture de stations multi-énergie. Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à rencontrer beaucoup d'élus locaux de communes et d'intercommunalités du Grand Est. Comment est-ce que vous évaluez leur connaissance de ce qu'est la logistique, de ses enjeux, notamment en matière de décarbonation ? Est-ce qu'ils les connaissent bien ? En fait, je me suis rendu compte quand on a lancé avec la région les plans, notamment à faible émission, puisque ça touche toutes les collectivités sur le Grand Est, que selon les secteurs, il y a des secteurs qui sont un peu plus au courant que d'autres, notamment là où c'est un peu plus industrialisé. Forcément, il y a une meilleure connaissance de certains acteurs, puisque les industriels sollicitent aussi les élus. Mais nous avons organisé pas mal de réunions d'acculturation, notamment sur les carburants, sur la logistique, et notamment aussi sur l'acquisition de foncier, comment avoir des solutions. Au niveau acculturation, il y a encore beaucoup de travail. Bon, ça s'est amélioré parce que ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça. Il y a beaucoup d'a priori, et c'est pour ça que de faire venir dans des réunions des gens qui peuvent instruire la bonne parole ou d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, ça vaut plus de 1000 mots. À aujourd'hui, la méconnaissance fait beaucoup de mal. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent pas ou qui connaissent pas et qui veulent pas s'intéresser. Et puis quand on leur fait découvrir, je savais pas. Oui, mais dans ce cas, il faut ouvrir un peu ses chakras et de dire, je descends sur le terrain, je vais voir mes entreprises. Vous avez besoin de quoi ? Comment on implante une plateforme logistique ? Comment on implante une entreprise de transport ? Ils ont une force quand même assez considérable, c'est que les élus sont entre eux. C'est-à-dire que dans une collectivité, il y en a une d'autre qui ont déjà fait. Je les invite, moi, systématiquement, prenez rendez-vous avec vos collègues. Allez les voir, comment ils ont fait. Mais ça, à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Ça commence à se démocratiser, de dire, je sais pas, je peux m'appuyer sur des collègues. Et c'est ce que j'incite à faire pour que eux puissent se mettre au courant le plus vite possible. J'allais justement vous demander si vous aviez un conseil concret à donner aux élus locaux. Et inversement, est-ce que vous avez un conseil à donner aux responsables d'entreprise ? Généralement, quand on rentre dans une entreprise, c'est déjà, quand ils nous appellent, c'est déjà de se tenir au courant du législatif. Ça, c'est le premier point aujourd'hui, et c'est ce qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes, c'est la visibilité réglementaire.
Un coup, on fait des ZFE, après on parle de les enlever, fin des moteurs thermiques à 2030, 2035, on ne sait plus. Donc le problème, c'est que dans quelqu'un qui veut investir, il faut pouvoir lui donner des solutions viables. Parce que lui, il ne va pas investir dans tel ou tel carburant ou dans telle ou telle région si demain c'est mort parce que pour X ou raison. Le prix des camions aujourd'hui a quand même fortement augmenté. Le prix des carburants a augmenté. Le transport coûte de plus en plus cher. Donc, si derrière, le client, le donneur d'ordre ne veut pas payer, le partenariat s'arrêtera là. Et donc, l'entreprise de transport sera en danger. En matière de logistique, en particulier quand il s'agit de décarboner ou de massifier des flux, les collaborations entre acteurs d'un même territoire sont essentielles. Qu'est-ce qu'une collectivité locale peut faire pour faciliter les choses? Quel rôle peut-elle jouer? Déjà, on en revient à une chose très importante, puisque les collectivités aujourd'hui sont en train de réviser leur PUI, donc le plan d'urbanisme, soit à leur maille, soit à la malle intercommunale. Donc, de voir avec eux, parce qu'on a la restriction des ZAN, des zéro artificialisation nette. Donc, dedans, on se rend compte que c'est compliqué d'étendre une entreprise, puisqu'on va commencer à manquer de foncier. Donc, les élus ont une importance capitale, c'est qu'en révisant le PUI, d'identifier des fonciers qui seront à telle ou telle vocation et de pouvoir proposer à des gens qui veulent s'implanter chez eux, de leur proposer des fonciers adéquats qui est en relation avec leur activité. C'est là que les élus ont une importance de dire, ils sont l'attractivité de leur territoire, ils connaissent leur territoire. Merci Lionel pour votre témoignage. Et justement, puisque nous parlons des questions d'implantation, je vous propose que l'on enchaîne avec le témoignage de Thierry Allègre de l'entreprise Martin Brower, qui s'est récemment implanté en Lorraine, à Rosières-aux-Salines. Et tout à l'heure, je vais vous parler de McDonald's et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Bonjour Monsieur Allègre, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et vos activités? Je m'appelle Thierry Allègre, je suis directeur support aux opérations chez Martin Brower. Martin Brower est une entreprise dont la fonction est d'assurer la distribution de McDonald's sur le territoire français. Nous sommes une entreprise qui est composée d'un peu moins de 800 personnes aujourd'hui, présent sur 8 centres de distribution, dont celui de Rosières-aux-Salines en Meurthe-et-Moselle. Et nous assurons la distribution de 1600, un peu plus de 1600 restaurants McDonald's sur le territoire français depuis 1991. Il y a quelques années, vous avez ouvert une plateforme logistique à Rosières-aux-Salines, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nancy. Quels ont été pour vous les principaux critères qui ont fait que vous avez choisi de vous y implanter? Alors tout d'abord, avant d'ouvrir à Rosières, nous étions depuis 1996 présents à Custine, donc au nord de Nancy. Et effectivement, pour des raisons de saturation du site et de croissance de l'activité, nous avons été amenés à envisager un redéploiement et nous avons, après beaucoup d'études, nous avons défini Rosières comme étant un point particulièrement intéressant pour implanter notre nouveau centre de distribution, puisque c'est un barycentre sur l'ensemble du territoire que nous distribuons aujourd'hui. Nous allons aussi bien dans le Grand Est, je dirais sur le 67-68, que sur la façade plus occidentale de l'Est, du côté de Reims. Et il y avait des terrains qui étaient disponibles, il y avait une zone logistique qui était en développement. Nous avons trouvé des institutions locales qui étaient particulièrement dynamiques. Il nous a semblé aussi que le bassin d'emploi était plus simple qu'au sein de la métropole, ce qui nous a permis de développer une convention de partenariat avec la mission locale. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques d'acceptabilité de la part des riverains, des habitants? Comme nous avions la chance d'être dans une nouvelle zone logistique vraiment fraîchement construite et au fin fond de celle-ci, je dirais que les potentielles nuisances n'existe pas dans la réalité. On est vraiment dans un environnement qui a été dimensionné pour traiter la logistique et ça permet effectivement de pouvoir fonctionner sans contraintes particulières. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un d'une autre entreprise qui souhaiterait s'implanter sur un territoire par rapport aux échanges à avoir avec la collectivité et les habitants? Alors la première des choses par rapport à une logique future d'implantation, c'est d'abord de bien s'assurer qu'on est quand même, à défaut d'être dans un barycentre géographique entre guillemets pur,
c'est d'être au croisé des axes de circulation pour, je dirais de manière générale, économiquement et d'un point de vue développement durable, être plutôt efficient. La deuxième chose, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui me semble important, c'est quand même c'est d'être rassuré sur le fait que l'on est attendu. C'est-à-dire que les contacts locaux doivent être positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, quand on est en train de parler de créer du travail, enfin des emplois, tout le monde est intéressé. Et moi, je l'ai vu par rapport à d'autres projets dans le passé, dès qu'il s'agit de dire que l'on parle de site logistique, l'intérêt peut très sérieusement diminuer, voire même se transformer en un non. Donc, il est essentiel de vérifier effectivement que on est désiré et puis que la zone dans laquelle on va venir s'implanter est quand même conforme à, je dirais, à l'environnement de travail dans lequel nous allons exercer notre activité, c'est-à-dire des poids lourds qui peuvent faire un peu de bruit, des groupes frigos qui, même si le véhicule ne tourne pas, restent sur le parc et peuvent également fonctionner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des mouvements de véhicules à des heures pas forcément de bureau. Donc tout ça doit se faire dans un environnement qui effectivement est éloigné d'habitation pour avoir l'assurance que le projet s'inscrive dans la durée et que rapidement, au-delà de l'euphorie de l'installation, on ne se retrouve pas confronté à des problèmes de voisinage très rapides et qui partiront rapidement tout aussi, de mon point de vue, dans des aspects juridiques, dans les batailles juridiques. Dans le sud-ouest, alors ça remonte maintenant à quelques années, mais où très clairement, nous cherchions à nous repositionner un petit peu dans la démarche de ce qui était fait sur Rosières et dans les collectivités, municipalités rencontrées, la réponse a été sans équivoque de la part du maire. Si c'est pour du tertiaire, il n'y a aucun souci. Si c'est pour la logistique, c'est non. Aujourd'hui, la nuisance sonore est notre principal enjeu. Je crois que il y a eu des efforts énormes qui ont été faits sur tout ce qui est émissions de CO2, particules, etc. Le vrai enjeu, notamment en logistique urbaine, c'est l'enjeu du bruit. Donc, il est clair que un point de livraison qui est touché X fois par semaine, ça peut être pénalisant si on n'a pas les bons véhicules. Merci beaucoup, Monsieur Allègre, pour votre témoignage. Et puisque nous parlions justement de derniers kilomètres et de logistique urbaine, je vous propose qu'on enchaîne avec le témoignage de Kouglof, qui est une association qui fait des livraisons à vélo et de la cyclo-logistique sur Strasbourg. Et pour parler, voilà, comment on peut développer et soutenir des modèles peut-être un peu plus vertueux et qui s'intègrent peut-être mieux dans les cœurs de ville pour la logistique urbaine et du dernier kilomètre. Pouvez-vous nous présenter ce qu'est Kouglof et ce que vous faites? Alors oui, Kouglof, c'est une association qui a démarré en 2021, qui a été formée par des coursiers qui ont voulu proposer une alternative à l'uberisation. Et très vite, ça s'est transformé, structuré, et on s'est ouvert aussi à la cyclo-logistique, donc à la livraison et au transport de matériel un peu plus conséquent, au dernier kilomètre, tout ça, avec des vélos cargo. Et du coup, on fait les deux, on fait la livraison restaurant et de la cyclo-logistique. Est-ce que vous avez été accompagné par votre collectivité locale pour vous structurer et vous développer? Alors effectivement, au tout début, pour juste la livraison de repas, on était un peu autosuffisant, on était juste entre nous. Mais très vite, quand on a commencé à se structurer et à s'ouvrir à la cyclo-logistique, il nous a fallu des investissements de départ qui n'auraient pas vraiment été possibles par nous-mêmes. En tant qu'association, c'est déjà plus compliqué d'avoir des prêts, tout ça. Et puis, on s'est toujours payé à l'heure, donc effectivement, on n'avait pas beaucoup de trésorerie, même si ça marchait bien. Du coup, la collectivité nous a permis de nous équiper, tant en vélo cargo qu'en remorque, qu'en équipement tout court, pour pouvoir effectivement assurer des prestations beaucoup plus stables que la livraison de repas qui peut être en dents de scie et qui n'est pas forcément sécurisant à ce niveau-là. C'est donc surtout d'un accompagnement humain dont vous aviez besoin et dont vous avez pu bénéficier. Oui, on a beaucoup d'échanges avec la collectivité, l'Eurométropole, la ville de Strasbourg, avec Sandra Guilma notamment qui fait le lien beaucoup. On a de temps en temps des petites réunions avec tous les acteurs et tous les élus qui peuvent être touchés par ce qu'on fait, que ce soit sur l'ESS, que ce soit sur la qualité de l'air, sur même les quartiers comme le Neudorf, tout ça, qui a fait beaucoup de travaux cyclables, tout ça, on est forcément en lien avec eux
pour des discussions, soit de ce qui a été fait, soit de ce qui reste à faire, ou même des opportunités, quoi. Tout ça, on a beaucoup d'accompagnement et financier et matériel, et aussi humain. Quels sont les échanges que vous avez avec des logisticiens plus traditionnels? Est-ce que la collectivité peut également être facilitatrice en la matière? Nos échanges avec les acteurs plus traditionnels du métier, ils sont des fois très compliqués, parce que des gens ils sont très fermés. D'autres, ils sont ouverts, mais ont du mal à voir concrètement ce que ça pourrait donner, donc ça reste toujours des discussions un peu en suspens comme ça. Et d'autres, par exemple ceux avec qui on travaille, ça se fait très vite. Et on constate quand même qu'on n'a pas perdu de clients de cycle logistique depuis le début. En général, ces acteurs-là ne reviennent pas à l'ancien système une fois qu'ils ont adopté le cycle logistique. Il y a beaucoup, surtout sur le dernier kilomètre, il y a beaucoup d'avantages, quoi. Le coût d'entretien d'une voiture, il est plus là. Les amendes, elles sont plus là. C'est quand même, en fait, le coût d'entretien d'une voiture, de l'essence et les amendes de stationnement en ville, quand il y a beaucoup de points de livraison, c'est quand même un budget assez conséquent au final, et qui est tout de suite effacé par la cyclo-logistique. Effectivement, la collectivité, je pense, a aussi un rôle à jouer dans la sensibilisation, tout ça. Je sais pas si il n'est que question d'avantages financiers pour adopter une solution plus verte. Il y a aussi un gros sujet de sensibilisation, et qu'au final, même si c'est un peu flou pour beaucoup d'acteurs, une palette, ça se transporte très vite d'un camion à un vélo cargo ou avec une remorque. Ça se fait en 15 secondes, en fait. C'est très facile. Et effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est sur des zones industrielles comme à la Méno ou au marché-gare, qui a été solutionné maintenant. Il y a quand même eu des gros travaux qui ont été faits. Mais effectivement, sur des plus petites villes, ces zones industrielles, elles sont accessibles par une petite double voie voiture. C'est déjà un peu plus compliqué d'imaginer plusieurs vélos cargo se partager la route avec les camions sur ces routes-là, quoi. Donc effectivement, rien que des petites infrastructures de pistes cyclables pour faciliter ces mouvements-là entre la ville et les zones industrielles ou commerciales peuvent être assez impactantes. Quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui voudraient développer sur leur territoire des activités de cyclo-logistique? Alors, pour des gens qui veulent se lancer, ne pas hésiter à toquer à plusieurs portes, que ce soit des fédérations qui existent déjà, comme la nôtre, CapCycle ou Tout en vélo, et aussi de se rapprocher justement de la collectivité, parce qu'ils ont souvent des réponses, que ce soit en termes d'accompagnement, de financement ou d'opportunités. Et pour les collectivités, ne pas être fermé et ne pas penser la cyclo-logistique ou la livraison à vélo de repas comme quelque chose d'autre, mais plutôt comme un complément. C'est quelque chose qui est voué à cohabiter avec les modes de transport traditionnels. C'est juste qu'effectivement, c'est une alternative beaucoup plus logique pour le dernier kilomètre et pour la ville surtout. Et voilà, ça n'apporte que du bien en termes de qualité de vie et de sécurité, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, il est l'heure de jeter un œil aux messages dans le chat. On a notamment le délégué au développement durable de la UTF, l'Association des usagers de transport de fret, qui mentionne le programme C2E Remove, qui comprend 2 grands volets. Remove pour soutenir le report modal en accompagnant les chargeurs et les commissionnaires, et l'OCTE pour aider au verdissement des modes massifiés avec des motorisations et des énergies moins carbonées. Il évoque aussi le label Fret 21 qui permet aux chargeurs de faire certifier leurs performances et bonnes pratiques en matière de transport éco-responsable. Dans le même ordre d'idée, nous avons un chargé de mission de Eco-CO2 qui évoque le label Objectif CO2 à destination, lui, des transporteurs et qui faisait partie, comme Fret 21, du programme C2E EV. Depuis le 1er janvier, ils sont tous deux gérés désormais par AFNOR Certification, mais les outils développés dans le cadre du programme EV, portés notamment par l'ADEME, restent toujours disponibles. On va continuer un peu avec le sujet de la logistique urbaine durable et des derniers kilomètres avec Anne-Marie Jean, qui est la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge notamment de l'économie. On vous connaît aussi comme présidente des ports de Strasbourg. Vous êtes fortement investie sur les questions de logistique urbaine et vous venez récemment d'être de nouveau sollicité par le gouvernement pour la production d'un rapport de recommandation sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous présenter les principales conclusions de ce rapport,
même s'il n'a pas encore été officiellement remis au ministre en ce début d'année 2026. Donc effectivement, je suis vice-présidente de l'Eurométropole en charge de l'économie en général, mais aussi de la logistique urbaine, ce qui est un secteur économique à part entière, comme vous l'avez très bien dit. Déjà en 2021, j'avais travaillé avec Anne-Marie Idrac à la demande du gouvernement, avec également à l'époque Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire à Toulouse et président des marchés nationaux, sur un premier rapport sur la logistique urbaine qui avait mené à toute une série de recommandations. Et donc, il nous a été demandé à toutes deux, Anne-Marie Drac et moi-même, l'année dernière, de nouveau par le ministère des Transports et le ministère de l'Économie, de faire un point d'avancement de la mise en œuvre des mesures que nous avions préconisées et de faire des nouvelles propositions. Donc, ce qu'il est ressorti de notre mission, dont nous n'avons pas encore remis officiellement le rapport au ministre, vous savez un petit peu comment ça se passe dans ces cas-là, on transmet un rapport au cabinet et ensuite il y a une remise officielle, mais entre-temps les cabinets ont eu le temps de lire et du coup de pouvoir préparer une réponse du ministre. Donc on a fait notre remise non officielle juste avant Noël et nous sommes en train de fixer une date pour la remise officielle. Donc je ne peux pas encore trop en dévoiler dans la mesure où le rapport n'est officiellement pas encore remis. Je peux quand même vous donner d'ores et déjà un certain nombre de tendances qui se sont dégagées des très nombreuses auditions que nous avons menées de septembre à novembre avec toutes les têtes de réseau des associations d'élus, des professionnels de la logistique, des professionnels des destinataires également, que sont les fédés du commerce par exemple et des consommateurs. Alors, ce qu'il en ressort, c'est la nécessité de rappeler ce qui vient d'être dit. La logistique urbaine est un élément indispensable de la vie quotidienne des territoires et donc une fonction vitale au même titre que la mobilité des personnes, l'énergie ou le logement. Que c'est à la croisée de nombreuses politiques publiques, de tellement de politiques publiques que parfois, comme il y a plein d'élus susceptibles de s'en saisir, il n'y en a aucun qui le fait en se disant que ça va toujours être l'autre. Donc, c'est une des difficultés que nous rencontrons. Et puis le fait aussi que dans ces dernières années, il y a eu des nouveaux facteurs qui sont apparus, des exigences nouvelles. Ça a déjà été en partie cité dans les interventions qui ont eu lieu, la mise en place des zones à faible émission, les tensions sur les espaces urbains avec le zéro artificialisation net qui rend la consommation d'espace plus restreinte et donc qui amène à se poser des questions, l'augmentation très forte du e-commerce, des livraisons à domicile après le Covid, ça c'est des tendances lourdes qui existaient déjà mais qui se sont fortement accentuées depuis 2020. Et de nombreuses dynamiques positives par ailleurs qui ont émergé depuis notre rapport de 2021 avec des programmes d'accompagnement dont certains ont déjà été cités pour aider les collectivités à monter en compétences, à mobiliser les professionnels, à créer des chartes territoriales, soutenir la cyclo-logistique, on vient d'entendre l'exemple de Kouglof. Donc voilà, des dynamiques positives, en même temps toujours des sujets de difficulté à appréhender le sujet et puis des nouveaux enjeux qui font que nous avons de nouvelles recommandations issues de nos auditions autour d'essentiellement 5 leviers. Un d'abord autour de la gouvernance pour mieux organiser aux différentes échelles, à l'échelle nationale, on s'adresse aux ministres, aux deux ministres, donc on leur fait des propositions à eux, mais aussi de gouvernance à l'échelle territoriale pour encore mieux organiser le dialogue entre acteurs publics et privés aux différentes échelles pertinentes, essentiellement selon nous, échelle nationale, échelle régionale et échelle locale, territoriale, la plupart du temps l'intercommunalité. Deuxième série de recommandations autour de la formation. Afin de doter les élus, les techniciens, les entreprises des bonnes compétences, de la bonne connaissance du domaine, de la bonne visibilité. Là aussi, ça a été dit dans les témoignages, on ne se connaît pas forcément bien de part et d'autre. Les professionnels ont parfois du mal à comprendre les contraintes des élus. Inversement, les élus n'ont pas forcément une bonne vision des contraintes des professionnels. Et donc, il y a un vrai besoin de formation. Nous avons fait des propositions là-dessus. Troisième série de leviers autour de la connaissance mutuelle, la possibilité de suivre ce qui se passe. La montée du e-commerce, par exemple, est absolument fulgurante. Donc les enquêtes traditionnelles qui peuvent être faites de trafic sont des choses qui sont très lourdes et très très vite périmées. Ça bouge extrêmement vite et donc on a un vrai besoin de partager des données, de construire des indicateurs, des standards communs qui nous permettent ensemble de savoir de quoi on parle et de savoir de quoi on parle pour ensemble décider d'agir. Quatrième levier, la question du foncier. Il y a un gros besoin émis par les professionnels de que soient affectés, que soient sécurisés des espaces adaptés
à l'efficacité tant économique que écologique des fonctions logistiques. On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de logistique. On est tous d'accord pour dire que si on met la logistique loin des centres-villes, parce que les mètres carrés ils sont moins chers et qu'il n'y a pas de conflit de voisinage, ça arrange d'un côté, mais que ça oblige les véhicules à faire des longs trajets pour venir en ville et que ça multiplie les camions qui viennent en ville. Si on veut moins de camions en ville, il faut aussi s'organiser pour qu'ils puissent partir de plus proche de leur point de distribution et donc s'organiser en termes de sécurisation foncière, notamment avec l'outil qu'est le PLUI. Et puis, cinquième série de leviers, accélérer le développement de solutions sobres et décarbonées, compte tenu des enjeux que nous portons au niveau national et dans différentes collectivités à ce sujet. Et là, on a besoin d'une co-construction publique-privée, de jouer pleinement le levier de la commande publique pour donner un avantage à ceux qui sont les mieux disants de ce point de vue, de travailler à des soutiens aux professionnels et à l'accompagnement des collectivités également. Beaucoup de collectivités sont très allantes sur le sujet, mais elles ont besoin également du soutien de l'État pour que cela fonctionne. Voilà, donc nous souhaitons que l'État, bien sûr, se saisisse des propositions que nous avons formulées pour proposer un cadre stratégique qui soit lisible. Nous avons tant au niveau des collectivités que des acteurs économiques besoin d'un cadre qui ne bouge pas tout le temps, qui donne une vision claire, une perspective claire, et d'être outillés, accompagnés pour passer d'une phase d'expérimentation qui se sont beaucoup développées depuis notre rapport de 2021 à une vraie phase de déploiement, de pérennisation des actions engagées pour que ça ne soit plus de l'ordre de l'expérimentation, mais bien du fonctionnement normal pour une fonction qui fait partie de la vie normale, vitale de nos villes. Merci beaucoup, Madame Jean, c'était très clair. Je m'aperçois que ça rejoint aussi pas mal des préconisations formulées par les acteurs économiques du secteur. Et justement, sur ce sujet-là, je vais céder la parole à Madame Breton de l'Union TLF qui va vous présenter un peu les préconisations formulées par les organismes du secteur, sa fédération, mais aussi les autres acteurs du secteur. Oui, effectivement, ça se retrouve puisque nous travaillons en partenariat souvent avec Madame Anne-Marie Jean. Le dialogue est tout le temps ouvert et constructif avec les différents partenaires. Donc, sur une première diapositive, ça montre un point essentiel, c'est que la logistique et le transport de marchandises ne sont pas seulement des contraintes, mais ce sont aussi des fonctions vitales pour les territoires. Et c'est ce que nous avons voulu montrer dans ces différents documents. Vous pouvez voir France Logistique, l'Union TLF, la FNTR, qui portent tous un message commun. Il n'y a pas de politique locale efficace sans prise en compte de la logistique. Concrètement, ce que les organisations professionnelles rappellent, ce sont 3 idées fortes. D'abord, la logistique représente des emplois locaux qui sont non délocalisables et conditionnent l'attractivité économique des territoires. Le deuxième point, c'est qu'elle est indispensable au quotidien des habitants. C'est les commerces, c'est les artisans, c'est les hôpitaux, les chantiers, les services publics et j'en passe. Enfin, les professionnels sont déjà engagés dans la transition écologique, mais ils ont besoin de règles lisibles, stables et co-construites, ce qui a été dit précédemment. Donc, le message que nous adressons aux collectivités est clair, c'est qu'il faut associer les professionnels en amont, ça permet d'éviter des décisions contre-productives et ça permet surtout de construire des solutions efficaces et acceptables pour tous. Sur la seconde diapositive, ici, l'idée, c'est de passer de la théorie à l'action. En fait, ces travaux montrent que la logistique urbaine ne se limite pas aux véhicules, mais concerne l'organisation globale des flux. Il y a 3 leviers principaux qui ressortent, ils sont beaucoup plus nombreux, mais 3 principaux ressortent. Le premier, c'est la multimodalité, avec l'usage combiné du camion, du vélo cargo, du fluvial ou du ferroviaire lorsque c'est pertinent. Mais il est important de bien voir la pertinence de chacun de ces modes. Le deuxième, c'est la création d'un environnement favorable. On en a parlé, le foncier, qu'il soit adapté, des espaces logistiques de proximité, des règles d'accès cohérentes. Et le troisième, c'est la lisibilité réglementaire pour que les entreprises puissent investir et s'adapter. Ces démarches montrent qu'une logistique plus sobre est possible à condition d'être pensée avec les acteurs économiques et non contre eux. En fait, c'est ensemble que l'on peut créer, pas les uns contre les autres. Pour les collectivités, c'est un message important. La logistique urbaine est un outil d'aménagement du territoire au même titre finalement que le logement ou le transport des personnes. Et enfin, une troisième diapositive qui est le guide sur les leviers d'action intercommunalité de France et la Poste. C'est un guide très concret qui est à destination des élus et des techniciens des collectivités. Son intérêt est majeur parce qu'il donne des solutions, il ne donne pas, des solutions toutes faites, mais propose plutôt des leviers d'action adaptables aux réalités locales, puisque toutes les collectivités ne sont pas faites de la même façon, chacune est différente. Il insiste par exemple sur la nécessité de mieux articuler logistique, urbanisme et développement économique,
Par exemple, anticiper les besoins fonciers, organiser les aires de livraison ou encore intégrer la logistique dans les documents de planification. Le message clé est le suivant, c'est agir sur la logistique, ce n'est pas subir des flux, c'est les organiser intelligemment. C'est le discours que nous vous répétons finalement depuis le début. Et en conclusion, l'ensemble de ces travaux convergent vers une même idée, une logistique plus performante, plus propre et mieux acceptée et possible, à condition évidemment de le faire dans la concertation, que ce soit un réflexe et non une étape facultative. En fait, la logistique, ce n'est pas un problème que nous devons subir, c'est plutôt une solution à construire ensemble, avec des professionnels qui sont toujours prêts à travailler avec vous, comme vous avez pu le voir avec la présentation des différents guides auxquels ils ont participé. Voilà, en quelques mots, nous sommes présents à votre écoute et prêts à participer avec vous pour trouver des solutions. Merci Marie. Et je vous propose justement, tout à l'heure, on parlait du besoin de formation des élus, des techniciens. Et je vais céder la parole à Anan Jaffrioui-Singer du CEREMA qui va vous présenter l'offre de formation proposée dans le cadre du programme Interlude Plus. Bonjour à tous, Anan Jaffrioui-Singer, je travaille au CEREMA pour le programme Interlude Plus. Donc Interlude Plus est un programme C2E d'innovation territoriale autour de la logistique urbaine durable. On accompagne à peu près une 60aine de territoires en France. Au-delà de l'accompagnement dans l'élaboration de chartes de logistique urbaine durable et d'actions territoriales, on a développé un programme de formation à destination des acteurs publics, parmi lesquels on peut retrouver une formation d'engagement volontaire en faveur de la logistique urbaine durable, en présentiel et avec un parcours d'e-learning. Donc elle est plutôt à destination de techniciens de collectivités. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de donner les clés pour impulser des travaux de LUD dans les collectivités. On en a une seconde qui concerne plus précisément une des sous-actions de ce grand éventail qu'est la LUD, c'est-à-dire la cyclologistique. Donc là, c'est une formation plutôt au format une journée qui a lieu en présentiel et qui est organisée dans les territoires sur demande. Cette formation est souvent suivie d'une visite de terrain d'un lieu cyclologistique selon la localisation. On trouve toujours des relais dans les territoires. La troisième concerne les projets urbains. Donc là, l'idée, c'est de donner les clés pour intégrer les enjeux logistiques dans les projets d'aménagement urbain et d'accompagner les acteurs et publics et privés dès la conception du chantier jusqu'à la livraison du programme. Et en termes de public visé, on est sur des chargés de mission, des aménageurs, tout cet écosystème. La dernière formation qui aura lieu pour la première fois après les élections en 2026, c'est une formation de sensibilisation aux élus à la logistique urbaine, puisque l'idée, c'est d'apporter un maximum de connaissances à tous les acteurs. Et le format, c'est une journée pour saisir les enjeux, les impacts sur la qualité de vie, l'économie locale, la transition écologique, commencer à identifier des leviers d'action adaptés aux politiques publiques. Donc là, le public, c'est particulièrement des élus pour un territoire ou pour une collectivité. On retrouve également des formations à destination des acteurs économiques. Et donc, pour avoir un peu plus d'infos sur ces formations, je vous invite à aller sur le site web Interlude Plus et vous pourrez voir qu'il y a une offre qui est déclinée en parallèle pour les acteurs économiques. Peut-être un élément intéressant que je pourrais ajouter en rapport avec ces formations, c'est qu'on a 2 serious games qui ont été développés. Donc, le premier, c'est une fresque de la logistique urbaine et le second, c'est un jeu sérieux, donc Vie ma livraison. Et ça peut être une façon un peu ludique d'intégrer la thématique. Merci beaucoup, Madame Jaffrioui-Singer. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Mais avant de conclure, on va de nouveau jeter un petit coup d'œil au chat. Il y a notamment un message d'une élue locale qui appuie sur le fait que la logistique, et en particulier celle du dernier kilomètre, vont être des sujets importants à mettre dans les débats des élections municipales à venir. Nous avons également la Maison de l'Emploi de Strasbourg qui nous indique qu'elle travaille en ce moment sur le développement de formations à destination des entreprises dans le but d'accompagner les salariés dans le développement de motorisations décarbonées et des infrastructures qui y sont liées. L'objectif, c'est de proposer dès cette année les premières formations en partenariat avec l'OPCO, c'est-à-dire l'opérateur de compétences de la branche mobilité. Elle précise que c'est un travail qui est issu d'un plan d'action pour favoriser plus largement la transition environnementale dans le secteur. Vous pouvez retrouver le rapport qui explique l'ensemble de cette démarche, qui peut aussi intéresser d'autres territoires,
sur le site web de la Maison de l'Emploi de Strasbourg. Pas d'autres messages dans le chat, me semble-t-il. Donc, avant de conclure, le président de l'ORTL et moi-même, on voulait aussi dire un grand merci à nos témoins qui ont pris le temps de venir témoigner, partager leurs expériences, leurs connaissances, leurs outils. Sans eux, nous n'aurions pas pu vous proposer ce webinaire, donc vraiment merci. Merci aussi à vous qui avez suivi ce webinaire. N'hésitez pas à le faire suivre à vos contacts qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, à nous suggérer des sujets que vous souhaitez qu'on aborde à l'avenir. On va essayer de faire en sorte d'y répondre au mieux. En attendant, nous vous souhaitons une bonne suite de journée et vous disons, j'espère, à très bientôt.